Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christine Verger, je suis vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Wolf, qui est professeure de relations internationales et de sciences politiques à l'Université de Leiden, aux Pays-Bas, et au Collège d'Europe de Bruges. Elle mène des recherches qui touchent à la politique migratoire et d'asile de l'Union européenne, ainsi que sur les relations entre l'Union européenne et le Moyen-Orient, c'est d'actualité, l'Afrique du Nord et le monde islamique. Alors, vous vous souviendrez qu'au moment de la grande crise migratoire de 2015-2016 suite à la guerre en Syrie, une déclaration avait été signée entre l'Union européenne et la Turquie prévoyant le renvoi vers la Turquie des migrants ou réfugiés ayant franchi illégalement la frontière grecque, avec un important soutien financier européen. Depuis, le fameux pacte sur l'asile et la migration, a été adopté et devrait rentrer en vigueur au mois de juin. Il y a quelques jours, le Parlement européen a adopté les principes d'une directive qu'on appelle la directive Retour, qui entérine une externalisation systématique des migrants irréguliers vers des pays tiers. Et cette position du Parlement européen a été transmise au Conseil, c'est-à-dire les représentants des gouvernements des États membres, qui devraient statuer également dans les mois qui viennent. Alors, quel est le bilan que l'on peut tirer de ces accords d'externalisation qui se sont multipliés au-delà de l'accord UE-Turquie? Quel est l'avenir de la politique migratoire européenne? C'est à toutes ces questions que Sarah Wolf va tenter de nous apporter quelques réponses, et donc je vous cède immédiatement la parole. Merci Madame Verger pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir élaborer sur les points que vous avez introduits sur la direction actuelle que l'Europe mène en matière d'immigration. De mon point de vue et après, voilà, et basé sur mes recherches, c'est vraiment, on voit une certaine progression et une coordination européenne qui est largement centrée sur le contrôle de l'immigration irrégulière et la diminution des demandeurs d'asile. Vous avez mentionné l'objectif retour qui est clé pour les pays européens. Et tout cela se joue finalement au détriment de cette image de forteresse, Europe forteresse et des droits fondamentaux et au détriment également d'une réflexion approfondie qui devrait avoir lieu sur le rôle que l'immigration joue dans l'économie européenne, mais aussi au point de vue social et démographique. Depuis 2015, et donc cette crise des réfugiés et sous la montée de l'extrême droite, on voit effectivement des pratiques, même que je qualifierais, et je vais peut-être plus loin dans cette critique, d'illibérales, avec des refoulements et une externalisation qui violent les droits humains. On voit également une droitisation générale des partis politiques européens et du Parlement européen, qui est traditionnellement a été vu comme un allié des droits des migrants et des demandeurs d'asile et qui se droitise, mais également sur la gauche européenne, j'y reviendrai. Donc, dans cette présentation, je vais commencer tout d'abord par donner quelques chiffres pour notre audience des définitions. J'aimerais parler après, par la suite, sur quatre points. Le pacte migratoire européen. Deuxièmement, la diplomatie migratoire, puisqu'on voit que depuis l'accord que vous avez mentionné en 2016 avec la Turquie, en fait, l'Union européenne, c'est-à-dire les institutions européennes et les États membres, ont une diplomatie migratoire beaucoup plus affirmée, beaucoup plus ambitieuse avec les pays tiers. Et je parlerai effectivement du règlement retour qui vient d'être adopté par le Parlement européen pour finir sur cette crise démographique qui finalement confronte une Union européenne qui vieillit. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Peut-être il est utile de rappeler les derniers chiffres en termes de demande d'asile dans l'Union européenne. En 2025, il y a eu 670 000 demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Ce sont les derniers chiffres et cela représente une baisse d'environ 27% par rapport à 2024. Donc, on est passé d'environ 912 400 demandeurs d'asile à 670 000. Cela représente deux fois moins de demandeurs d'asile qu'en 2015, au pic de la crise. Alors, les nationalités qui postulent le plus dans l'Union européenne,
pour leur première fois, parce qu'on peut aussi faire appel d'une décision. Donc là, ce sont les statistiques sur les premières demandes d'asile. Les Vénézuéliens représentent 13% des demandeurs d'asile, suivis par les Afghans et les Syriens, toujours dans le top des nationalités. Et il faut savoir que en 2025, 21% des demandes ont été initiées en Espagne, suivies par l'Italie, la France, l'Allemagne et la Grèce. Ces cinq pays, Espagne, Italie, France, Allemagne et Grèce, représentent environ, il me semble, 83% du total des demandes d'asile qui sont initiées dans l'Union européenne. En comparaison, donc je vous rappelle 670 000 demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Mondialement, le chiffre est de environ 8,4 millions de demandeurs d'asile. Donc l'Union européenne en a à peu près moins d'un huitième. Et la population mondiale des réfugiés est environ de 42,7 millions selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. Maintenant, une autre différence importante, parce qu'on entend souvent migrants, demandeurs d'asile, réfugiés. Il faut savoir qu'un réfugié, il y a une définition très claire qui est donnée par la Convention de Genève de 1951. Et je vais vous la citer. C'est un statut qui est reconnu pour une personne qui, je cite, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Euh, le demandeur d'asile va être quelqu'un qui sollicite finalement une protection internationale, mais qui n'a pas encore le statut de réfugié. Donc c'est plutôt un statut en cours de décision, on va dire. Voilà. Pour commencer avec la première partie de cette présentation, j'aurais aimé peut-être parler du pacte migratoire européen. Donc ce pacte a été vraiment mis en avant et a été vu comme un fait marquant parce que la réforme du système d'asile européen était bloquée depuis 2013 en raison de désaccords sur le concept de solidarité entre les États membres. Et ce pacte migratoire a été en fait adopté quelques semaines avant les élections européennes de 2024, si vous vous rappelez, en juin, avec l'idée qu'il fallait stopper la montée de l'extrême droite au Parlement européen. Donc il a été présenté comme une victoire par les institutions européennes qui ont réussi à passer cette réforme. On est maintenant dans la mise en œuvre. Donc tous les États membres doivent faire un plan de mise en œuvre nationale. Et on se rend compte, en fait, plus ou moins dès le départ, que ce pacte migratoire, malgré le consensus qu'il avait généré, est en fait très difficile à mettre en œuvre. Non seulement les coûts qu'il représente en termes financiers, en termes de personnel, mais également parce que les États membres, malgré avoir signé ce pacte, le contestent toujours. Juste pour vous donner un exemple, quelques mois après son adoption, il y a eu une initiative de 15 États membres qui ont adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, pour lui demander une répression plus sévère, que le pacte n'était pas en fait assez. Vous avez aussi le Premier ministre polonais Donald Tusk qui a annoncé à l'époque publiquement que personne ne le forcerait à mettre en œuvre un texte qui crée un risque sécuritaire à la frontière polonaise. Donc on voit vite que le pacte est contesté, donc on ne sait pas finalement quelle va être la mise en œuvre. Il y a aussi des soucis un petit peu avec la Grèce et l'Italie dont nous ne connaissons pas en fait les plans de mise en œuvre. Donc, Mhm. et en fait, tout ce pacte et cette négociation qui a eu lieu donc en juin 2024, finalement, représente un petit peu l'apogée d'une tendance, d'une droitisation, on va dire, des politiques sur l'immigration. Donc, on était 10 ans après la politique d'Angela Merkel d'accueil des réfugiés et on a vu avec ce pacte vraiment euh, l'impact de l'extrême droite sur les négociations et qui ont influencé aussi des législations nationales qui sont de plus en plus restrictives. Donc, je vais vous donner l'exemple, par exemple, du Danemark, qui est un gouvernement normalement de gauche, qui est celui de la première ministre danoise Frederiksen, qui est là depuis très longtemps.
et qui est un des premiers en fait à avoir mis en place un accord avant le Royaume-Uni avec le Rwanda pour extraterritorialiser les demandeurs d'asile à un pays tiers. Donc on voit que en fait même la gauche européenne en fait participe de cette droitisation. Le Danemark lui-même a aussi mené une coalition avec l'Italie et 9 pays européens pour demander une réinterprétation du droit européen, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme et de sa jurisprudence sur tout ce qui est asile et migration. Donc ça remet, c'est aussi un signal politique qui remet en cause finalement, je trouve, l'indépendance des juges, qui sont des gardiens parfois bien isolés des conventions internationales. Euh, voilà. Sur le pacte lui-même, ce qui est intéressant, c'est aussi la tension entre le fait que ce pacte a été initié au début du Covid, donc de la pandémie, et l'idée, c'était, quand la présidente de la commission l'a présenté, de prendre en compte le rôle des migrants, également vu comme personnel essentiel dans la livraison des services de première nécessité, mais on voit que le consensus final marque un tournant beaucoup plus restrictif et on parle de pacte migratoire, mais c'est finalement beaucoup sur l'asile, yeah, et limiter l'asile. Euh, voilà. Et donc le principe de solidarité, et peut-être vous vous rappelez à l'époque de la Convention de Dublin, donc qui en fait organise le fait que les demandeurs d'asile euh, qui arrivent peut-être en France ou qui arrivent en Allemagne, s'ils sont passés par un premier pays européen qui est la Grèce ou l'Italie, devraient normalement faire leur demande d'asile dans le pays, le premier pays où ils sont rentrés en fait. Et ça, c'est un principe, on va dire, qui avait pour but d'éviter ce qu'on appelle pour but d'éviter que les demandeurs d'asile fassent des demandes dans multiples pays. Donc, que s'ils sont rejetés en Roumanie, ils aillent ensuite en France, etc. Donc ça, c'était l'idée. Mais en pratique, on a vu avec la crise migratoire que ça a été très difficile à mettre en œuvre, que ces pays qui sont à la périphérie de l'Union européenne, où Grèce, Italie, Malte, Chypre, ont eu vraiment du mal, leur capacité administrative d'accueil, etc., ont été mis en péril. Et le pacte migratoire, finalement, sur cette convention de Dublin et le principe du premier pays d'arrivée ne l'a pas vraiment remis en cause. Par contre, le pacte essaye de mettre en place un soutien financier, en fait, financier pour la solidarité. C'est-à-dire que la Commission va identifier les pays qui peuvent accueillir les demandeurs d'asile. Et si l'État identifié, par exemple la France, souhaite refuser d'accueillir des demandeurs d'asile, elle devra payer un certain montant par demandeur d'asile dans un fonds de solidarité, dit de solidarité. Donc c'est une sorte d'évasion des obligations de droit d'asile par une contribution financière. Je pourrais expliquer davantage dans les questions et réponses, mais j'aimerais passer maintenant à un deuxième aspect qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en parallèle de ce pacte migratoire, il y a eu vraiment une diplomatie migratoire de l'Union européenne qui a accompagné en parallèle cette réforme. Alors, c'est pas nouveau. Depuis 2004, l'Union européenne attendait de négocier le retour des migrants irréguliers interceptés sur le territoire européen avec ce qu'on appelle des accords de réadmission. Ces accords existent au niveau bilatéral. Par exemple, on en a entre la France et l'Algérie, on en a entendu parler, ou entre l'Espagne et le Maroc. Mais on a aussi un système d'accords de réadmission européen où les 27 États membres s'engagent avec un pays tiers. Alors, le problème d'un accord de réadmission, c'est qu'il demande aux pays tiers d'accueillir les personnes qui ont été interceptées de manière irrégulière sur le territoire européen, mais également tous les migrants qui ont transité par le territoire du pays tiers. Donc pour la Turquie, par exemple, ça veut dire accepter de prendre des Syriens, des Afghans, peut-être des gens du Bangladesh qui ont transité par la Turquie et qui sont arrivés dans l'Union européenne. Donc, par rapport aux pays tiers, ça demande un certain engagement et peut-être des contributions financières. Et c'est là un petit peu que l'accord sur l'Union européenne et la Turquie
euh, arrive ou se présente, c'est-à-dire que cet accord a été acté, il me semble, c'était en mars 2016 précisément. Et le but était, comme vous l'avez dit, de stopper l'arrivée des migrants en Grèce qui venaient par les côtes turques de la mer Égée. Donc l'accord prévoyait de renvoyer tous les migrants irréguliers arrivés par la mer vers l'Union européenne et qui ne pouvaient pas avoir une protection internationale. Et il y a eu aussi un mécanisme, c'est un petit peu technique, mais qui s'appelait le un pour un, c'est-à-dire que chaque Syrien renvoyé vers la Turquie à partir des ailes grecques, un autre Syrien serait installé depuis la Turquie vers l'Union européenne. Alors, quel est le bilan de cet accord? Ça a été un des premiers accords d'ampleur de la diplomatie migratoire de l'Union européenne. Euh, je pense, si mes calculs sont bons, l'Union européenne a payé jusqu'à présent 11 milliards d'euros pour ces accords. Et finalement, les arrivées par la mer ont baissé, donc de 173 000 en 2016 à 42 000 personnes en 2025, donc une diminution par trois. Donc de ce point de vue-là, ça semble plutôt efficace, même s'il y a d'autres facteurs qui expliquent. Il y a eu le Covid, il y a eu la pandémie, il y a eu d'autres facteurs qui expliquent aussi la diminution. Par contre, le système du un pour un a concerné seulement 2 000 personnes au lieu de 72 000 personnes. Donc on voit que tout n'a pas été mis en place et depuis 2020, il n'y a plus de retour. Les ONG aussi décrivent un bilan humanitaire qui est assez négatif. Et pour moi, ce qui est plus important dans cette diplomatie migratoire, c'est finalement le fait que la Turquie, ou en signant ces accords migratoires, l'Europe se met finalement dans une position de, on va dire, de faiblesse ou potentiellement ouverte à du chantage. C'est-à-dire que la Turquie, en 2020, par exemple, avait décidé de laisser passer les migrants pendant des discussions autour d'un financement avec l'Union européenne. On voit également que, et ça a été acté par le Parlement européen, il n'y a aucun progrès dans le processus de démocratisation de la Turquie. C'est au point mort. Donc, il n'y a pas non plus de retour ou de conditionnalité qui fonctionne. Depuis, malgré tout, il y a eu une multiplication des accords migratoires avec la Tunisie en juillet 2023, l'Égypte, la Mauritanie, le Liban, la Libye, le Sénégal et la Jordanie, il me semble, en janvier 2025. Donc, et ce qui est différent, c'est que pour la première fois, on voit que ces accords de migration sont, sont le fait de la Commission européenne main dans la main avec les États membres. Et c'est ce qu'ils appellent l'équipe Europe, Team Europe en anglais qui vise à démontrer au public européen finalement la capacité de l'Union européenne à être un acteur de gestion migratoire crédible et efficace. Donc on a vu le Premier ministre néerlandais à l'époque, la présidente de la Commission européenne et il me semble la Première ministre italienne Meloni aller serrer la main au dictateur tunisien pour cet accord avec la Tunisie qui a bénéficié de plus d'1 milliard d'euros investis dans des réformes macroéconomique, transition énergétique. C'était un package, on va dire, global, dont 105 millions d'euros pour la gestion migratoire. Cet accord, à l'époque, a été conclu sans l'accord du Parlement européen au départ. Et ça a soulevé également la question de ce qu'on appelle euh, pardon, j'ai un anglicisme qui vient, mais ça, qui a questionné en fait le contrôle démocratique en fait de ces accords, qui sont plutôt des accords diplomatiques informels. Et la médiatrice européenne de l'époque a mené une enquête d'initiative sur le fait que l'Union européenne conclut un accord avec un régime qui est impliqué dans le mauvais traitement des migrants. Troisième partie, je regarde le temps, je vais aller vite, mais sur le retour. Donc, il y a eu vraiment cet activisme de diplomatie migratoire aux frontières de l'Union européenne s'explique en fait par des taux de retour qu'on considère ou que nos politiques considèrent comme très bas. Donc, selon Eurostat, une personne sur trois qui reçoit une décision de retour forcé n'est pas retournée dans son pays d'origine. Et vous avez noté que donc, le 26 mars, la semaine dernière, le Parlement européen a adopté un règlement retour qui marque vraiment un durcissement de cette politique du retour avec la création de plateformes de retour. Donc ces plateformes seront situées dans des pays tiers et
qui accueilleront les personnes en séjour irrégulier qui ont fait l'objet d'une décision de retour définitive, mais pas que. J'y viendrai dans un moment. Ce qui est intéressant, comme vous le disiez, c'est qu'il y a eu une large majorité, donc je crois que c'est 386 voix contre 206 qui ont voté ce règlement, ce qui veut dire aussi que ça ira très vite au Conseil, probablement parce que ça montre qu'il y a un consensus très large. Et même si la gauche s'est principalement opposée, et il me semble que le groupe Renew, donc plutôt libéral, a voté contre ou s'est abstenu, on voit que le parti principal, donc le Parti populaire européen, avec les conservateurs réformistes européens qui représentent en France où on a les républicains, et les groupes d'extrême droite, Patriotes et Europe, donc ou des nations souveraines, ont soutenu ce texte. Qu'est-ce qu'il implique? Donc c'est un petit peu basé sur ces expériences dont je vous ai mentionné au Danemark, mais aussi on a entendu le fait que l'Italie, par exemple, avait aussi, ou a aussi conclu un accord qui vise à mettre en place des centres de traitement et d'expulsion en Albanie. Bien que seulement 135 personnes sont passées vers l'Albanie parce qu'il y a eu des recours juridiques et que les juges italiens ont bien sûr contesté cette mesure. Ce texte sur le retour européen rallonge la rétention de 18 à 24 mois et il y a une reconnaissance mutuelle des décisions d'interdiction d'entrée sur le sol européen. Donc ça, s'il y a une décision d'expulsion prise en France, elle sera reconnue dans le reste de l'Union européenne. Ça implique qu'il faut avoir l'accord des pays tiers et ces pays soi-disant sûrs. Donc, la Commission européenne avait proposé, et ça a été adopté aussi par le Parlement européen, une liste commune aux États membres de pays tels que le Kosovo, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Je peux développer plus tard, mais aussi les pays candidats à l'Union européenne tels que la Serbie, la Bosnie, la Géorgie ou le Monténégro, qui soient considérés comme sûrs, c'est-à-dire qu'on pourra retourner également des demandeurs d'asile finalement dans ces pays que l'Europe considère sûrs. Et ça, c'est vraiment une nouveauté et c'est une sous-traitance de l'asile. Euh, je vais passer à la conclusion pour laisser de la place aux questions de nos auditeurs. Mais finalement, dans tout ce débat, on parle beaucoup d'asile, d'immigration irrégulière et on évite en fait de parler du fait que l'Europe est un continent vieillissant, en perte de vitesse au niveau de l'innovation, comme l'avait souligné le rapport Draghi. Et pourtant, on ne pense pas à l'immigration de ce point de vue-là. Donc, on sait par exemple qu'en 2050, on aura deux personnes à la retraite pour une personne active. Comment est-ce qu'on va financer nos systèmes de santé, de retraite, etc. Le taux de natalité a également diminué de manière assez importante dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, il y a vraiment un vieillissement. Et il y a un vrai problème sur ce débat qui est très politisé sur l'irrégulisation et sur la sécurisation, pardon, de l'immigration. Mais finalement, on n'a pas eu de débat, on va dire, de débat sur le rôle finalement de la migration dans des secteurs clés de l'économie. On sait que dans le secteur de l'informatique, le secteur de la santé, on a besoin de main-d'œuvre pour être compétitif aussi au niveau global. Il faut aussi finalement conclure, et ça sera mon dernier point, je voudrais insister sur le fait que toutes ces mesures, que la migration ou l'asile n'est jamais un choix, ou est rarement un choix en fait. Et on voit que la géopolitique actuelle est tellement hectique, on va dire, tellement, ça change tellement vite. On sait que les conflits, que le changement climatique sont des facteurs de migration pour les réfugiés. Et donc, on sait que la migration fait partie des flux normaux au niveau mondial. Et par rapport à ça, il va falloir réfléchir à comment transformer en fait ces migrations en situation d'opportunité. Et je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. C'est aussi extrêmement complexe, notamment du point de vue politique.
dans nos différents États membres. Alors j'ai plusieurs questions, il nous reste peu de temps. La première question rebondit sur une de vos conclusions. Est-ce que la déstabilisation actuelle au Moyen-Orient risque, à votre avis, d'accentuer la pression migratoire sur l'Europe? Euh, oui, alors par exemple, un phénomène qui est assez important, il faut savoir qu'en Iran, il y a beaucoup de réfugiés afghans, par exemple. Vu l'attitude, oui, les conflits vont nécessairement générer d'autres flux. On sait également à l'heure actuelle que la situation au Liban, beaucoup de Libanais s'enfuient en Syrie, qui est maintenant un pays où on retourne les Syriens parce que à cause du changement de gouvernement. Donc, et on voit que c'est pas encore arrivé en Europe, que ces pays, peut-être la Syrie, vont prendre le relais pendant un certain temps, mais qu'à la fin, potentiellement, certaines personnes souhaiteront venir en Europe. Ouais. Deuxième question, quid de Frontex? Est-ce qu'il y a des projets de réforme de Frontex? Quelle est la relation entre Frontex et le pacte sur l'asile et la migration? Donc, où en est-on avec Frontex, dont on avait beaucoup parlé, où on reparle ces derniers jours suite à certaines accusations faites à son ancien directeur? Oui, oui, j'ai pas parlé de Frontex, mais effectivement, il y a un règlement son règlement est actuellement aussi en révision. L'idée est en fait pour l'Union européenne d'accroître en fait les moyens de cette agence. Je pense que l'idée est de tripler en fait le personnel de cette agence. Et pour le moment, elle est vraiment liée à cette directive, à ce règlement retour. Donc sur la discussion des retours. Parce que on voit que c'est une agence qui va être en charge des retours. Donc, elle peut mettre en place ce qu'on appelle des vols charter flights, où les États membres utilisent le même avion pour retourner des personnes dans les pays tiers. Donc, a priori, elle va jouer ce rôle de retour quand il en vient aux expulsions à faire de l'Union européenne. Oui, et sur le rôle de Frontex, et sur son mandat, il y a bien sûr toute cette question du sauvetage en mer, finalement, et le fait que, en général, au-delà de Frontex, il y a eu une tendance dans l'Union européenne à criminaliser finalement le sauvetage en mer dans différentes juridictions de l'Union européenne et qui va à l'encontre des obligations finalement de conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la convention SAR par exemple. Et Frontex a toujours eu cet argument de dire nous coordonnons simplement le travail des États membres euh, sur le sauvetage en mer et le contrôle des côtes, on va dire, des frontières extérieures. Mais il y a bien sûr une question de responsabilité. Quand il se passe quelque chose, quand il y a ce qu'on appelle un refoulement, par exemple, sur un bateau ou une opération Frontex, qui est responsable? Ça, c'est toujours une Mhm. question qui est en débat. Mhm. Alors peut-être avant-dernière question, toujours sur cette directive retour qui a fait l'objet d'un vote du Parlement européen la semaine dernière. Vous avez dit à juste titre que le vote a été au-delà de la droite et de l'extrême droite, puisqu'il y a eu un certain nombre de députés, même du groupe socialiste et du groupe Renew, qui ont voté en faveur. Donc il s'est dégagé une assez large majorité. C'est toujours difficile de faire des pronostics, mais comment est-ce que vous voyez l'attitude, disons, d'une majorité des États membres dans les mois qui viennent en vue de l'adoption définitive de cette directive retour? Quels pourraient être les changements, les modifications apportées par les États membres par rapport au vote du Parlement européen? Hum, je pense que ça ira vite, en fait. C'est vraiment, la coalition a été assez importante, donc je pense qu'on s'attend à ce que le Conseil adopte ce texte assez rapidement. Les différences peut-être existent au niveau de la France et de l'Espagne. Donc l'Espagne, dans tout ce débat migratoire avec son gouvernement, a une position beaucoup plus critique et, comme vous le savez, est en train de régulariser et de mettre en place un processus de régularisation également de ces migrants sur son territoire. La France aussi s'est montrée sceptique et on sait
à travers l'exemple de l'Albanie ou du Danemark, en fait, très peu de personnes sont renvoyées dans ces pays tiers et il y a eu beaucoup de recours juridiques. Donc, je pense que c'est un signal politique, ça va aller vite, le Conseil va l'adopter, mais je pense que ça sera ensuite, dans la mise en œuvre, on verra qu'il y aura des recours et que les cours européennes des droits de l'homme et la Cour de justice européenne seront appelés à juger ces cas. Toute dernière question qui concerne le pays où vous enseignez, les Pays-Bas. Quelle est la position du gouvernement néerlandais sur tous ces sujets? Il y Alors, a un gouvernement de coalition actuellement. oui, c'est vrai. Alors, c'est intéressant parce qu'on a eu un changement de gouvernement. Donc, on avait jusqu'à présent une coalition plutôt d'extrême droite qui est tombée. Donc, ce nouveau gouvernement est une coalition avec un parti traditionnellement libéral. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait campagne pour la première fois en mettant en avant quand même le besoin de réduire la pression migratoire, mais sans avoir un discours de fermeture totale. Donc, on va dire que je suis encore en train d'observer ce que cette coalition va faire. Ils partent, ils ont clairement pas la position de la coalition avec l'extrême droite de Wilders qu'il y avait juste avant, où il y avait eu des procédures même de remise en cause du droit européen et d'urgence en fait quand il en venait à l'asile qui ont été finalement euh, qui ne sont plus d'actualité. Mais je pense que les Pays-Bas ont tout de même, il me semble, annoncé qu'ils aimeraient accélérer et qui sont assez, ce sont des soutiens de cette politique de retour. Donc, ils avaient un accord qui est pour le moment suspendu avec l'Ouganda. Donc, on attend de voir ce qui va se passer, mais voilà, on va dire, c'est, je pense, un pays qui est au milieu, on va dire. Mhm, mhm, Pour le moment, mais il faut voir dans les prochains mois ce qui va se passer. Je pense qu'ils souhaitent accélérer ce retour. mhm. Très bien, ben on est obligé d'arrêter là parce que le temps est passé. Je signale simplement qu'il y a une de nos internautes qui signale que le Conseil sur le règlement ou la directive retour, je crois que c'est une directive, a déjà une position commune. Donc, ça va être intéressant dans les mois qui viennent de voir comment se déroule le trilogue entre le Parlement et le Conseil qui ont d'ores et déjà adopté leur position. Merci mille fois, c'était extrêmement intéressant. On aurait eu envie de continuer longtemps la discussion avec vous parce que vous nous apportez beaucoup d'informations. Je signale que ce débat sera disponible en replay sur YouTube dans les heures qui viennent et que, en tout cas, le replay sera envoyé par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites pour cette euro-question. Merci encore, bon travail et à très bientôt. Au revoir. Merci, merci, au revoir.